À l'occasion de la Mawlud, Bounama organisa une réception pour ses amis. C'était un samedi soir. La cour fut dotée d'une installation électrique supplémentaire avec des ampoules grosses comme des crânes. On tamisa le sable, on installa des nattes et des tapis pour le chœur religieux. Bounama s'habilla confortablement en l'indigène, culotte blanche ample et légère, arrivant aux genoux, sous-vêtements européens en soie pure, boubou blanc plastronné de basins riches qui s'ouvraient largement sur les côtés, grand boubou de basins super riches, amidonné à souhait et repassé avec une application tatillonne. Au pied, une paire de babouches toutes neuves, choisies un peu trop petites parce que c'était la mode. Il parut sur la véranda et vérifia d'un coup d'œil rapide la disposition des chaises et des fauteuils. Il entra dans le salon, passa dans la pièce d'à côté, reparut sur la véranda. Tout était en ordre. L'approche de la société Khairoudini, la plus brillante société religieuse de Dakar, se signala bientôt dans la rue par des cris de tête. Ses membres s'habillaient en blanc, boubou blanc de coton, bonnet blanc également de coton, ce qui leur donnait l'allure de membres du Ku Klux Klan. Ils pénétrèrent chez Bounama en s'égosillant à qui mieux mieux. On les reçut. Ils se groupèrent sur les tapis et les nattes comme une formation de moines blancs. Les vrais invités, les amis de Bounama, arrivaient de temps en temps et étaient admis dans le salon. Individus pour la plupart très imbus de leur personne, tous agents du cadre commun supérieur comme Bounama ou comptables du commerce enrichis par leurs ailes. Il fallait voir comme ils s'affalaient dans les fauteuils, l'air infiniment détaché, une jambe sur l'autre et les bras en ailes de vautours fatigués. Il fallait entendre leur langage traînant mi-français, mi-wolof, leur rire bourgeois et leurs soupirs de feinte lassitude. Un groupe plus homogène arriva bientôt, la société des jeunes Hadj. Encore des gens du cadre supérieur qui avaient eu le mérite d'épargner la moitié de leurs grosses soldes pour aller visiter les lieux saints de l'islam. Ils portaient tous la même culotte marocaine, la même veste, étaient tous coiffés et couronnés à la Haroun al-Rachid, mais point de chapelet ni de bouilloire pour les ablutions. Ils avaient la réputation de gagner partout le suffrage des femmes, ce qui multipliait les pèlerinages à la Mecque et grossissait la société des jeunes Hadj. Eux aussi furent reçus dans le salon où leur attiflement mit une note bien orientale. Alors les membres de la Khairoudini commencèrent de nouveau à vociférer. La voix cassée, les veines du cou gonflées, tous les muscles du visage se crispant dans une douloureuse grimace, ils chantaient à une ou deux voix, tantôt en chœur, tantôt par groupe qui se relayaient. On servit le thé et les petits biscuits au beurre. De grosses femmes, poudrées jusqu'au bout des oreilles, garnissaient la véranda de chaque côté d'un passage laissé libre pour accéder au salon. Vrai parterre fleuri de mouchoirs de tête aux couleurs fraîches, de boubous de soie et de pagnes de velours luisant sous la lumière électrique. De temps à autre, un crâneur faisait une entrée sensationnelle dans la maison, suivi d'un griot qui hurlait ses éloges. On chuchotait son nom dans la foule et il pénétrait dans le salon où son arrivée produisait de bruyantes effusions sur la sincérité desquelles il y aurait beaucoup à dire. On servit le souper quand les invités furent à peu près au complet. Il fallut congédier momentanément les curieux et les badauds accourus pour assister à la soirée. Quelques gaillards de la Valtaille bénévoles s'y employèrent et, en un coup d'œil, les indésirables furent expulsés et la lourde porte verrouillée. Des plats somptueux parurent alors, juchés sur les bras des serveurs. On mangeait par groupe excédant parfois la douzaine. De la cour à l'intérieur du salon en passant par la véranda, le monde se divisait en flots de convives accroupis sur le sol, la main en avant. Les conversations, on s'en doute, allaient bon train. Et les rires, dans la mesure où ces bouches pleines pouvaient parler et rire. Les serveurs,
Leurs pans de leurs grands boubous fortement noués dans le dos au bas de la nuque surveillaient, attentifs à pourvoir les convives en eau et à enlever les plats. Rihanna passait de groupe à groupe, ayant un mot pour chacun. On l'invitait par protocole. Elle déclinait l'invitation en riant délicieusement et trouvait toujours qu'on ne mangeait pas avec assez d'ardeur. Et les plats succédaient aux plats. Quand le repas fut terminé, le ton de la conversation se haussa, des renvois bruyants se succédèrent à l'envie traduisant la satisfaction de tous. On clama des louanges adressées à Bounama qui, disait-il, réussissait à régaler toute une ville avec une nourriture de roi. Des farceurs et des bouffons ajoutaient à ses propos des remarques fort bien assaisonnées. La vraie fête commença alors. Des femmes coquettes disparurent dans les appartements de Rihanna pour se refaire une beauté. Elles reparurent plus fraîches et plus poudrées. Des griots attitrés prenaient leurs héros à partie et récitaient des chapelets de généalogie sans grand souci de l'harmonie générale. Les badauds et les curieux, revenus par la grâce des bénévoles, se bousculaient et s'attrapaient au collet. Et tandis que la Khairuddini, qui avait accordé ses voix, reprenait, les aristocrates du salon causaient politique, nouvelles soldes et indemnités. Après le dernier service de thé qui suivit le repas, on servit le gingembre et des sirops, on distribua des biscuits et des gâteaux.